Bon, bah, écoutez, il est 10h30 pile poil, donc on va se tenir au format et à l'horaire. Bienvenue à tous et à tous pour cet atelier et ce petit workshop mécénat de compétences qu'on a voulu en fait mettre en place avec l'INGEP. Donc je salue Mathilde qui représente l'INGEP, qui vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Pour une raison en fait assez simple, on s'est aperçu pendant le confinement que beaucoup d'entreprises venaient à notre rencontre pour réfléchir à des programmes de mécénat de compétences. Et puis surtout, on avait déjà derrière nous 12 années d'existence en tant qu'entreprise pionnière du mécénat de compétences en France. Et donc on s'est dit, bah, tiens, c'est peut-être l'occasion, comme ProDurable avait été décalé d'avril à octobre, c'est peut-être l'occasion de faire un petit focus sur 12 années de pratique, de main dans le cambouis, si j'ose dire, parce qu'on a démarré vraiment un petit peu dans le désert, un peu en tant que dinosaure du dispositif. Et on s'est appuyé, en fait, très tôt, en 2009, sur un credo et puis sur une intuition qui s'est révélée, heureusement, pas trop mauvaise, qui était que le mécénat de compétences permettait de mettre à la fois de la RH dans la RSE et de la RSE dans les RH. Et en 2009, autant vous dire qu'il y avait très peu d'entreprises qui pratiquaient le mécénat de compétences. On était vraiment sur une démarche très embryonnaire et on s'est dit, bah voilà, on va créer une structure, donc de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, puisqu'on est un acteur ESUS, pour accompagner les organisations à mettre en place ce dispositif qui est assez compliqué à mettre en place quand on est tout seul, qui nécessite beaucoup de ressources, qui nécessite surtout de mutualiser beaucoup d'efforts. Et souvent, les entreprises s'arrêtent au premier niveau parce qu'elles s'aperçoivent qu'elles ne peuvent pas le faire toutes seules. Donc on s'est dit, on va créer cet acteur. Et on est parti sur une offre triple, qui était le conseil pour créer des programmes de mécénat de compétences, qui étaient des outils numériques pour faciliter et optimiser la mise en place de missions, et puis des événements solidaires, ce qu'on appelle les journées solidaires, Community Day, etc., pour mobiliser et impliquer les collaborateurs. Donc c'était vraiment le credo qu'on a eu, et on a construit cette démarche aussi au travers de réponses potentielles par rapport à des enjeux RH que commençaient à rencontrer de plus en plus les organisations, c'est-à-dire la marque employeur, comment j'attire des talents dans mon organisation, comment j'arrive effectivement à rendre mon employabilité plus axée sur la RSE qu'elle ne l'était auparavant, comment je réponds à des enjeux de mobilité ponctuelle qui commencent à émerger énormément dans les organisations, c'est-à-dire gestion des compétences seniors notamment, on le verra après, transition pro, mais également des thématiques un peu plus pointues, c'est-à-dire accompagnement en milieu de carrière, redéploiement de compétences de consultants qui sont entre deux missions clients, ce qu'on appelle les intercos, les intermissions, notamment dans les entreprises de consulting et les ESN. Tout ce qui est valorisation des compétences, comment je peux valoriser et optimiser mes compétences, notamment les soft skills grâce au mécénat de compétences. Bien évidemment la RSE, c'est-à-dire comment j'arrive en tant qu'employeur et entreprise à transformer le collaborateur en tant qu'ambassadeur de la RSE et pas simplement en tant qu'exécutant de la RSE. Et puis bien évidemment un thème qui est venu un peu plus tard, tout ce qui tourne autour de la QVT, bien-être et qualité de vie au travail, que le mécénat de compétences arrive en fait à fournir et à générer de la réponse de façon assez concrète, puisque s'ouvrir sur le monde associatif, c'est une façon effectivement d'ouvrir un peu ses chakras en tant que collaborateur sur d'autres enjeux. Donc tout ça, on l'a cerné relativement tôt, et ça a été conforté effectivement par l'existence de prérogatives et d'objectifs que peu à peu les entreprises nous ont adressés, ce qui a permis effectivement petit à petit de constituer une offre qui était une offre assez simple mais assez lisible par rapport aux entreprises, puisqu'on a vraiment formaté cinq types d'engagement. Un premier qu'on appelle les missions flash, qui sont des missions qui permettent à des collaborateurs de s'engager entre une journée et une demi-journée auprès d'associations. Alors on se dit une demi-journée, c'est pas grand-chose. En fait, en une demi-journée, on peut aller aider des bénéficiaires en fracture numérique, à utiliser un ordinateur, on peut aller faire un audit RGPD d'une association, on peut faire plein de choses. Et puis, surtout, ça permet de caler des missions très facilement dans les agendas de chacun, et donc de répondre aussi aux contraintes notamment que nous impose un peu les N+1, le management intermédiaire. La mission mode projet, c'est-à-dire je réalise en tant que collaborateur un livrable, donc ça peut être je refonds un site internet, je travaille sur la comptabilité analytique, etc., etc. Donc différents enjeux vraiment en mode projet, je réponds à un projet précis.
La mission en équipe, qui permet effectivement de fédérer une équipe autour d'une mission qu'on va créer pour une association. La mission longue, qu'on va aborder tout à l'heure, les missions plutôt destinées aux fins de carrière. Donc j'accompagne un collaborateur en transition professionnelle, généralement 2 ans avant la retraite, pour l'immerger dans une association sous un format de mission de longue durée, généralement 24 mois maximum, de façon à ce que le collaborateur en question, d'une part, retrouve un sentiment d'utilité, ça c'est super important, puisse se réinvestir véritablement sur un nouveau projet, et également puisse, une fois à la retraite, continuer cette activité sous forme de bénévolat classique. Alors, petite parenthèse sur le mécénat de compétences, j'imagine que vous le connaissez tous, c'est la mise à disposition de collaborateurs pendant le temps de travail auprès d'associations d'intérêt général, de fondations ou de collectivités locales dans certains cas. C'est encadré par la loi sur le mécénat, ça ouvre une réduction fiscale possible aussi à l'employeur entreprise, équivalent à 60% du temps homme, ou éventuellement du prix de revient de la prestation, s'il y a une prestation réalisée pour l'association. Donc on est vraiment sur un format qui est très légiféré, qui est très encadré, donc qui est très sécurisé, et qui permet vraiment d'avancer de façon très, très structurée. On a commencé en 2009 avec un signe qui était plutôt intéressant, puisque la première mission en 2009, c'était une mission pour SFR, donc 7500 personnes. Et puis pour Optimel, qui était une petite boîte qui venait de se créer, 2 personnes. Donc on s'est dit, waouh, il y a un grand écart assez important en termes de typologie d'entreprise potentiellement utilisatrice du mécénat de compétences. Donc on s'est dit, bon, bah voilà, finalement, c'est peut-être intéressant à la fois s'adresser aux grands comptes, entre guillemets, et puis également aux TPE, PME, qui sont sur les territoires porteurs de ce genre de dispositif. Donc il y avait un signe qui nous était donné un petit peu par la réalité opérationnelle, et on s'est dit, bah, allons-y. Et puis aujourd'hui, bah voilà, on a une petite centaine d'entreprises qu'on a accompagnées, que ce soit en mécénat de compétences ou en journée solidaire, qui nous permet effectivement d'avoir différents profils et différents retours d'expérience, surtout très concrets, de ce qu'on a pu mettre en place pour les uns et pour les autres. Le bilan aujourd'hui, en termes un petit peu quantitatifs, on va arriver cette année normalement à 10 000 collaborateurs engagés. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais c'est beaucoup parce que dans une entreprise type, tous les collaborateurs ne s'engagent pas forcément dès le début. Donc il y a un effet aussi qu'on appelle nous machine à café. On en parle en interne, ça se fait doucement. Il y a les contraintes également organisationnelles qui font que les collaborateurs ne sont pas toujours disponibles à l'instant T. Donc le chiffre est quand même pas trop mauvais par rapport à cet engagement. On va arriver aussi à peu près à 4000 missions, des missions, je vous dis, d'une demi-journée à 24 mois, donc avec un spectre super large en termes d'effets et d'impact au niveau des entreprises. Et puis en termes de quantitatif pur, on est à 100 000 heures à peu près d'engagement solidaire déployé depuis la création. Alors c'est pareil, c'est pas beaucoup. Si on ramène ça effectivement sur un taux horaire moyen de salariés, ça commence à faire quand même une somme relativement conséquente. Et puis la grosse différence entre le mécénat financier, si on fait un comparatif financier, et le mécénat de compétences, c'est que quand vous incluez et quand vous donnez un input de compétences dans une association, c'est duplicable à l'infini. C'est-à-dire qu'un input de compétences va être duplicable après dans l'association à l'infini. Alors que le mécénat financier, quand vous avez une enveloppe budgétaire, une fois qu'elle est consommée, c'est fini. Donc on accompagne, je vous l'ai dit, un peu plus de 100 entreprises et organisations, puisqu'on a également maintenant des secteurs de l'administration publique qui commencent à s'intéresser au mécénat de compétences qu'on accompagne. Et puis on a une communauté de 3000 associations en plus, et on a servi à peu près 900 associations, donc un petit tiers pour l'instant. Donc l'idée, ce serait de pouvoir servir tout le monde. Malheureusement, on n'est pas encore dans le matching total parfait entre les uns et les autres. Pour donner un peu une tendance émergente sur la réalité et la typologie des missions qu'on met en place en mécénat de compétences, nous, on voit se dégager vraiment 3 types de formats de façon de plus en plus nette. On a la mission flash, pour les raisons que j'exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire de plus en plus de collaborateurs qui préfèrent faire 4 missions d'une demi-journée ou 10 missions d'une demi-journée plutôt qu'une mission de 4 ou 5 jours, pour des raisons de visibilité, également de disponibilité, pour des raisons bien évidemment purement professionnelles, et puis également pour des raisons de variété, c'est-à-dire on préfère souvent aller voir 4 ou 5 associations dont les thématiques sont différentes, pour s'enrichir bien évidemment de ces thématiques. Ce qui monte également énormément et qui va, je pense, monter encore plus avec la situation économique, c'est la mission longue. Donc accompagner des collaborateurs en fin de parcours professionnel pour effectivement les redéployer, soit à temps plein, soit à temps partiel, dans des missions associatives.
Donc ça va être aider à développer des partenariats, ça va être, donc on a travaillé pour Nokia, Engie, différentes entreprises, Société Générale, etc. Donc pas mal d'entreprises qui proposent à leurs collaborateurs de se réinvestir sur des missions longues en termes de compétences. Donc ça, c'est vraiment très porteur. Et puis le troisième format, qui est un format moins mécénat de compétences, mais un format d'engagement solidaire aussi, c'est la journée solidaire, qui va permettre au collectif de l'entreprise de s'engager une journée dans une association. C'est repeindre un centre d'hébergement d'urgence, c'est partager la vie d'un compagnon chez Emmaüs, c'est différentes choses qui sont souvent des portes d'entrée d'ailleurs au mécénat de compétences. Ça permet de découvrir la réalité associative et plus loin de s'engager individuellement en mécénat de compétences. Donc ça, c'est un peu les tendances lourdes. Et puis bien évidemment, la grosse tendance qui était à la fois structurelle mais accentuée par le conjoncturel, ce sont les télémissions, donc les missions à distance, qu'on a de plus en plus, nous, développées au sein de Coeo et également avec d'autres acteurs, parce qu'on s'aperçoit que les contraintes aujourd'hui sanitaires nous imposent un petit peu ce genre de choses. Donc on a beaucoup de missions qu'on réalise à distance, pour tout ce qui est consulting, tout ce qui est transformation digitale, tout ce qui permet effectivement de gérer une mission avec une association. Donc ça, c'est un petit peu les tendances lourdes. La troisième tendance émergente, c'est le fait qu'on voit arriver de plus en plus d'entreprises du secteur de l'industrie, ce qui n'était pas forcément le cas avant, ne serait-ce que pour des raisons métiers, c'est-à-dire que autant le mécénat de compétences est facile à déployer quand on a des métiers conseils, donc de la matière grise à proposer, autant sur des métiers de production, il est plus compliqué bien évidemment de créer des missions pour quelqu'un qui bosse en atelier ou en usine sur un site de production en ligne. Donc généralement, nous on s'attache toujours à mettre en place des missions dont, et on le verra tout à l'heure, le contenu peut aussi répondre à des compétences qui ne sont pas purement métiers, mais qui sont des compétences connexes, donc un peu soft skills et compétences personnelles, pour que tout le monde puisse trouver en fait chaussure à son pied en termes de mécénat de compétences. Et puis deuxième tendance, c'est l'arrivée donc des administrations, donc des acteurs locaux et des acteurs étatiques sur le mécénat de compétences, qui s'intéressent effectivement de plus en plus au dispositif. Et la bonne nouvelle, elle vient essentiellement de là, parce qu'en fait, c'est des acteurs qui ne vont pas défiscaliser, par essence. L'État ne va pas défiscaliser par rapport à lui-même. Donc il y a vraiment une démarche purement RH et RSE, ce qui donne vraiment toute la force et la confirmation de l'impact du mécénat de compétences dans les organisations. Donc ça, c'est un peu les deux tendances structurelles qu'on remarque et qu'on note au niveau du développement du mécénat de compétences. On va aborder, je suis un peu rapide, parce qu'on a beaucoup d'informations à vous délivrer. On va aborder donc avec Mathilde maintenant un petit peu la restitution de l'étude INGEP, qui est une étude qui a porté sur des collaborateurs missionnés en mécénat de compétences. Donc Coeo a été partenaire, donc on était content de pouvoir faire questionner des missionnés. Et on va aborder maintenant un petit peu la partie comment l'étude a été réalisée, puis surtout ce qu'on en a retiré en termes de résultats qualitatifs. Je te laisse la parole. Merci Jean-Michel. Je ne sais pas si c'est... Si, c'est ouvert. Bonjour à tous. Alors déjà, pour donner une petite idée de ce qu'est l'INGEP, donc l'INGEP, c'est un institut de recherche, de statistiques publiques et d'évaluation des politiques publiques, qui est en fait rattaché au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'enseignement supérieur, il me semble que j'ai rien oublié, et qui en fait produit donc un certain nombre de connaissances, que ce soit sur la jeunesse, sur les politiques de jeunesse, sur l'engagement de la jeunesse, sur l'éducation populaire, la vie associative, et donc par corollaire la philanthropie et le sport. Donc, quand on s'est intéressé au mécénat de compétences, habituellement on travaille donc sur la vie associative en interne, et on s'est rendu compte que finalement il existait peu de recherches sur le mécénat de compétences, alors que c'est un sujet qui est émergent depuis les années 90. Alors, il y a beaucoup de littérature grise qui sont de la connaissance qui est mise en avant notamment par les promoteurs du mécénat de compétences, mais finalement peu de littérature académique ou scientifique qui déploie une recherche un peu structurée sur le mécénat de compétences, ou de longue durée en tout cas. Et du coup, on s'est dit que c'était quelque chose qu'il fallait aborder. Et puis surtout, ces études, elles ont tendance à se focaliser soit sur les entreprises, notamment en termes de gestion RH, soit du côté des associations, avec finalement quels sont les apports pour les associations. Et finalement, on traite très peu de ce que concrètement ça fait dans la vie d'un salarié, ce que ça fait dans la vie d'un salarié donc en termes de carrière professionnelle, mais aussi en termes de carrière d'engagement.
Donc c'est pour ça que nous, on s'est intéressé à l'expérience vécue des collaborateurs quand ils sont en expérience de mécénat de compétences. Alors on a essayé d'approcher l'ensemble des missions dont parlait tout à l'heure Jean-Michel, des missions qui seraient à la fois de courte durée et à la fois des missions qui sont de longue durée. Et on les a approchés avec une démarche qui est plutôt qualitative. On a rencontré environ 52 salariés en entretien semi-directif sur à peu près des durées de 1h30, certains 3 heures, 4 heures. Ils avaient énormément de choses à nous dire. Alors on s'est intéressé à leur trajectoire dans leur ensemble, c'est-à-dire d'où ils venaient. Est-ce qu'ils avaient déjà approché le monde associatif, l'économie sociale et solidaire dans son ensemble? Est-ce qu'ils avaient d'autres engagements politiques, engagements religieux? Comment ils ont appréhendé, comment ils sont rentrés dans le mécénat de compétences, quelles ont été les portes d'entrée dans leur entreprise, comment ils ont transféré leurs compétences dans la mission associative, et puis ensuite ce qu'ils en ont retiré. Alors, je ne vais pas aujourd'hui vous donner l'ensemble des résultats de la recherche, on serait ensemble sinon pour 4 heures, mais je vais vous donner des résultats qui concernent, en les synthétisant, les effets de ces expériences de mécénat de compétences, et puis je vais vous donner aussi quelques retours des salariés sur leur expérience où en fait on a cherché à avoir leur parole directe de manière très descriptive, c'est-à-dire ce qu'ils ont pensé de leur expérience et ce qu'ils aimeraient, parfois leurs critiques. On a là de façon très descriptive, on a recueilli leurs critiques à l'égard de leur expérience et puis aussi leurs propositions, leurs recommandations. Donc j'en donnerai quelques exemples tout de suite. Après. Alors, il faut savoir qu'on a quand même un corpus qui est un petit peu déséquilibré, mais qui, me semble, correspond à peu près à la population aussi des collaborateurs en mécénat de compétences. Donc, on a plutôt des missions longues, on a plutôt des personnes qui sont en fin de carrière, donc évidemment avec généralement l'âge qui va avec. Et puis, on a majoritairement des associations, les associations qui ont participé et qui nous ont relayé des collaborateurs aux côtés des entreprises. On a des associations qui sont majoritairement dans l'éducation, dans le social et dans l'humanitaire. Et c'était très précieux d'avoir à notre côté Coeo, parce que du coup, on a eu des mises en relation avec des entreprises, des associations qui pratiquent le mécénat de compétences, et ça nous permettait aussi d'aller vers un équilibre de notre corpus pour être un petit peu fidèle à ce qu'il est dans la réalité. Alors, du coup, je vais commencer pour une petite mise en bouche à vous présenter en fait les quelques retours des salariés sur le mécénat de compétences, comment ils le voient, comment ils l'ont connu. Alors il faut savoir qu'ils ont souvent mis en avant le fait qu'ils ne connaissaient pas ou très peu le mécénat de compétences avant que quelqu'un au sein de leur entreprise leur en parle, et surtout ils ont une connaissance du mécénat de compétences qui est finalement très parcellaire puisqu'elle est relative à ce qui est mis en place dans leur entreprise. Donc en fait ils n'ont absolument pas de connaissance du cadre juridique de ce qui est fait ailleurs, et puis ils ont souvent l'impression que les informations sont un peu floues et éparses. C'est beaucoup revenu et que même parfois leurs propres conseillers RH, par exemple, quand ils sont encadrés par des conseillers, ne maîtrisent pas très bien le sujet du mécénat de compétences. Donc ça, c'était un premier écho qui nous a été donné. La deuxième, c'est en fonction, ils ont des visions assez spécifiques, en fonction de si c'est plutôt porté par la RSE en interne ou si c'est plutôt porté par la GRH en interne. Et donc, du coup, on va avoir soit l'impression d'une entreprise qui, dans leur discours, qui tente d'améliorer son image et qui tente de valoriser sa contribution à l'intérêt général, avec évidemment souvent parfois des visions amélioratives, mais parfois aussi des critiques à cet égard, puisque on a des salariés qui sont parfois peu convaincus de la cohérence entre cette logique RSE, ce mécénat de compétences, et la pratique effective de participation à l'intérêt général de leur entreprise. Donc je cite un verbatim, entre autres, d'un salarié. Ils font de la RSE par opportunisme plus que par conviction. Donc je cite. Après, pour d'autres, c'est plutôt une gestion qui serait portée donc, du côté RH. Et dans ce cas-là, on est plutôt c'est le moyen de gérer des effectifs dans le cadre d'une politique RH. Alors soit
de façon très positive dans le cadre d'une préparation à la retraite. Donc ça, c'est un certain nombre de collaborateurs qui voyaient ça comme l'entreprise qui leur donne la possibilité de préparer leur retraite ou de simplement de s'engager mieux dans la vie de l'entreprise. Finalement, ça déployait le sentiment d'appartenance collective selon eux. Ou alors, au contraire, je cite, c'était pour inciter les vieux à partir dans une logique de rajeunissement des équipes, mais aussi de lutte contre la fracture numérique qui, là encore, je cite, pénalise certaines équipes. Alors, ce qu'on voit aussi, je fais juste une petite coupure, ce qu'on voit aussi pas mal, pour ne faire qu'un focus sur les populations seniors, pour les missions tout âge, je dirais, dans l'entreprise, c'est que c'est aussi souvent l'opportunité pour les collaborateurs de découvrir le monde associatif grâce à l'entreprise, monde qu'ils n'auraient pas forcément découvert avant et qui n'ont pas forcément le temps de découvrir avant. Parce que s'engager pour une association, ça demande effectivement de dégager du temps sur son temps personnel. Et là, c'est aussi l'opportunité pour des collaborateurs donc de tout âge de découvrir un engagement associatif. Donc il y a une vertu quand même aussi assez positive là-dessus, au-delà de la simple mission senior, effectivement, qu'on a plus sur l'échantillon de l'étude. Mais en fait, dans la réalité, on a quand même beaucoup de collaborateurs aussi qui sont pas que des seniors. Et qui apparaît aussi dans les effets voilà. Ensuite, dernier point, je survole évidemment, il y a eu beaucoup plus de choses qui ont été dites, je vous pousse à aller lire le rapport si ça vous intéresse. Il y a aussi tout un questionnement autour justement du management intermédiaire, tu en parlais tout à l'heure Jean-Michel, avec souvent le mécénat de compétences qui n'est pas très bien compris par le management intermédiaire, et d'ailleurs ce qui pousse les collaborateurs à émettre plusieurs recommandations. Alors je ne sais pas si... la première recommandation, c'est d'avoir toute une politique de sensibilisation du management intermédiaire sur le mécénat de compétences, sur ce que ça peut apporter à l'équipe, notamment en termes, j'en parlais tout à l'heure, en termes d'appartenance collective, mais aussi sur le développement de compétences, et ça j'y reviendrai plus tard. Et puis il proposait aussi par exemple de faire intervenir des ambassadeurs dans chacune des équipes qui ont déjà eu une mission de mécénat de compétences et qui en parlent, comment ils ont vécu leur expérience et surtout ce que ça leur a apporté. Et puis ça, c'était égard ce que je vous disais tout à l'heure sur cette gestion ou RH ou RSE avec parfois des incompréhensions de part et d'autre, harmoniser finalement la démarche entre RH et RSE. Alors, je ne sais pas si tu veux en dire... C'est vrai que dans la vraie vie de l'entreprise, c'est pas toujours évident parce que ça peut être un projet qui est porté par la fondation d'entreprise quand elle existe, qui est porté par la RH parce que c'est lui qui est le moteur ou elle qui est le moteur du dispositif. Ça peut être le management, le top management, le DG par exemple qui porte le sujet. Donc c'est assez difficile d'harmoniser. Mais c'est vrai qu'après, dans le discours par rapport aux collaborateurs, c'est vital d'avoir cette démarche commune et d'essayer d'éviter d'avoir la notion de précaré, c'est-à-dire c'est moi, département RH, ou c'est moi, département RSE, qui suis à l'initiative du projet. Et donc, je m'accapare un petit peu les bénéfices du truc. Donc, il faut essayer de bosser ensemble parce que par essence, on est sur un dispositif qui est à la fois RH et RSE. Donc, il faut que tout le monde bosse ensemble dès l'amont. Alors là, j'ai présenté quelques critiques, on pourrait dire ça, des collaborateurs sur leur volonté d'améliorer le dispositif, mais quand on analyse les effets, donc là plus sur une lecture simplement descriptive, mais davantage analytique, on se rend compte qu'il y a énormément d'effets positifs de l'expérience en mécénat de compétences. Alors, je vous présente là sur cette slide deux grands effets, l'effet sur le rapport à soi et l'effet sur le rapport aux autres. Alors dans l'effet sur le rapport à soi, on peut se rendre compte que l'expérience en mécénat de compétences, alors qu'elle soit d'ailleurs de courte durée ou de longue durée, même si on a plus de retours sur les expériences de longue durée, va finalement combattre la mésestime de soi qui peut être engendrée parfois par le cadre professionnel, mais pas que, ça peut être aussi du côté de la vie professionnelle. Alors on peut lire ou analyser plusieurs niveaux de reconnaissance ou de revalorisation personnelle qui sont faits au travers de cette expérience de mécénat. Le premier niveau, c'est la satisfaction de l'expérience et la revalorisation de soi par la confirmation de son rôle social. Alors, ce rôle social, il est confirmé par l'aide apportée à autrui. Alors, vous allez comprendre avec le verbatim. Moi, la satisfaction, ce sont les jeunes. C'est quand un jeune m'écrit pour me dire qu'il est admissible à son concours. Voilà, c'est pour ça que je me lève le matin. C'est enfin pour ça que je me lève le matin. Donc là, on est vraiment la réparation de soi, en fait, passe par l'aide apportée à autrui.
On a un deuxième niveau de reconnaissance qui est cette fois la réparation par l'engagement dans le mécénat de compétences d'un préjudice antérieur dans la trajectoire ou professionnelle ou personnelle des collaborateurs qui a entraîné la mésestime de soi. Je vous donne l'exemple, là encore, d'un autre collaborateur qui a pu aider des collégiens alors que lui-même s'est retrouvé en profond échec scolaire, il a été déscolarisé. Et donc, on voit d'ailleurs l'intérêt de revenir dans la méthodologie sur les parcours antérieurs des collaborateurs pour avoir ces résultats. Troisième effet, troisième niveau dans la reconnaissance, la visibilité sociale liée notamment à un déni de reconnaissance qui peut être professionnel, on a une majorité de déni de reconnaissance professionnelle, mais aussi personnelle. Et par exemple, c'est se voir reconnaître des qualités intrinsèques ou des compétences qui ne sont pas assez reconnues dans le milieu professionnel ou qui ne sont pas assez reconnues même dans le milieu professionnel. Là, je vous donne l'exemple, vous allez comprendre tout de suite, d'une maman qui se sent à la fois invisible dans son travail, mais aussi invisible à la maison et qui avait l'impression justement de pouvoir mettre et de valoriser et qu'on lui reconnaissait surtout des compétences dans son expérience de mécénat. Alors sur le rapport à soi, ça permet aussi le rééquilibrage des temps sociaux. Les salariés les collaborateurs ont été très nombreux à nous exposer la manière avec laquelle ça leur permettait de retrouver des temps nécessaires à la réalisation de soi, à la découverte aussi de nouveaux milieux qui permettaient aussi d'acquérir de nouvelles compétences. Donc ça, c'était un vrai quelque chose qui est beaucoup revenu. Un stress réduit, un emploi du temps beaucoup moins pressurisé dans leurs expériences de mécénat. Et puis surtout la possibilité d'une prise de recul par rapport à leur vie quotidienne, leur vie professionnelle, leur vie personnelle. Ils avaient l'impression d'être dans une bulle qui leur permette de regarder ce qu'ils étaient avant. Et donc ça a été très, très apprécié. Alors ensuite, effets sur le rapport aux autres. Alors là, il y a majoritairement des effets sur les relations sociales. Alors, le mécénat de compétences va permettre finalement de compenser des carences ressenties dans la vie sociale par les collaborateurs. Alors, ça peut être parfois la création de nouveaux liens sociaux. J'ai là deux exemples. Une jeune en expérience de mécénat de compétences qui est venue s'installer à Paris et qui du coup n'a plus aucun lien social. Et en fait, l'expérience de mécénat de compétences va lui permettre de développer de nouveaux liens. Ou encore une dame qui avait perdu son mari, qui avait besoin de couper les liens avec l'ensemble de ses relations et qui, par le mécénat de compétences, a trouvé une nouvelle respiration sociale. Renforcement des liens sociaux aussi par exemple, un renforcement des liens qui sont déjà connus, notamment les liens internes à l'entreprise. On va avoir beaucoup de collaborateurs qui vont nous dire mais grâce à des expériences notamment de courte durée, j'ai pu retrouver une vraie vie d'équipe, j'ai pu renforcer des liens avec mes collègues. Ça peut être aussi un moyen de conserver un type de lien social. Alors là, c'est plutôt chez les personnes qui sont en fin de carrière, qui vont quitter l'univers professionnel et qui vont retrouver une similarité dans les formes de liens dans le milieu associatif, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire exactement, d'avoir des collègues, en fait, de retrouver des collègues au travers du monde associatif. On va aussi avoir une diversification du réseau social. Les collaborateurs mettent beaucoup en avant le fait que déjà ils ont pu quitter le monde de l'entreprise pour aller vers le monde associatif, qui pour eux ils voient vraiment ça comme deux milieux très distincts, pas forcément pour eux. Et puis ensuite aussi en termes de mixité sociale, beaucoup ont découvert des publics qu'ils ne connaissaient pas, notamment dans les missions longues, avec une socialisation qui permet en fait cette mixité sociale. Il y a aussi un tout petit aspect psychologique, pardon, je te coupe, c'est le rapport l'interrelationnel dans l'entreprise, c'est qu'on joue tous un peu des rôles dans une entreprise, entre les managers, etc. Et ce genre de mission, même les journées solidaires, ça permet de casser un petit peu, même ponctuellement, de se mettre un petit peu à poil, si j'ose dire, entre les différents collaborateurs. Donc il y a moins souvent de postures, les postures sont un petit peu gommées, et c'est plutôt bénéfique pour tout le monde parce qu'on découvre l'autre sous un autre jour. Et ça, c'est une vertu qui est énorme. Je suis bien au niveau du temps là. Pas mal. Ça va. Alors, un autre effet sur le rapport aux autres, ça va être le fait de changer son regard sur les autres, sur autrui, par l'expérience en mécénat de compétences. Alors là, ce qui est intéressant, c'est tout le travail qui est fait sur les préjugés à la rencontre des publics qui sont les bénéficiaires des associations.
Alors, je parle de conformation aux caractéristiques dominantes et décalage avec les caractéristiques supposées. Ça veut dire qu'en fait, quand les collaborateurs vont sur le terrain rencontrer, par exemple, des jeunes qui sont en ZEP, ils vont se rendre compte que certains jeunes qui sont en ZEP sont des jeunes qui sont très assidus, qui sont aussi de très bons élèves, qui ont envie d'apprendre. Donc là, on est sur une conformation aux normes dominantes, et ce qui, en fait, arrive en décalage avec ce qu'ils avaient imaginé ou projeté sur les populations rencontrées. Et ça, on va l'avoir sur à peu près tous les publics. Et donc, du coup, on va avoir une vraie prise de conscience sur « Ah non, mais en fait, ce que j'avais pensé, c'est pas du tout le cas. » Et en fait, les populations ne répondent pas en fait, aux critères que je leur avais prêtés. Ensuite, on a une véritable prise de conscience de la misère sociale dans certains cas. Là, je prends l'exemple d'un collaborateur pour qui, en fait, la misère de rue était devenue presque banale. Et en fait, le fait de travailler, alors je peux le citer au Secours populaire, l'a finalement rendu revisible. Il me dit « Je ne peux plus passer devant quelqu'un sans lui demander si ça va. » Maintenant dans la rue. Voilà, ça m'a rendu à nouveau visible la misère que je ne voyais plus. Deux autres types d'effets. L'effet sur le rapport à la société et trajectoire d'engagement. Tu le disais tout à l'heure, Jean-Michel, le message de compétence, c'est aussi la découverte d'un espace d'engagement. On se rend compte que peu de collaborateurs sont déjà passés par le tissu associatif avant de rentrer en mécénat de compétences, ou quand ils l'ont été, c'est beaucoup dans une consommation d'activités associatives. J'ai inscrit mes enfants au football, j'ai inscrit mes enfants au théâtre, du coup j'ai pris une adhésion, puis de temps en temps je participe aux assemblées générales. Voilà, donc une participation associative un peu en retrait. Et ils ont souvent une vision un peu idéalisée du monde associatif. Et donc, ils vont découvrir la réalité du monde associatif qui n'est pas toujours toute rose, hein, la difficulté des associations, hein, la précarité des associations, les difficultés qu'elles rencontrent actuellement, les conflits aussi au sein d'une association. Hein. Souvent, c'est intéressant dans leur discours, ils s'imaginent que quand on rentre dans une association, les gens sont très sympas les uns avec les autres, qu'il n'y a jamais de conflit, qu'il n'y a jamais de logique de pouvoir, comme on pourrait le rencontrer dans les entreprises. Évidemment, la réalité est souvent plus compliquée que ça. Et puis, il se rend compte aussi de l'énergie militante et la capacité, finalement, de faire beaucoup avec peu. Et donc, ça qui est revenu beaucoup. Donc, vraiment, des découvertes d'un espace d'engagement. Alors, on se rend compte aussi que ceux qui sont passés par l'expérience du mécénat de compétences vont fortement avoir envie d'en parler autour d'eux. Alors, avec des politiques un peu distinctes, certains vont choisir d'en parler exclusivement dans le milieu professionnel parce que finalement, ça ne regarde pas leur famille ou leur cercle privé. Et à l'inverse, certains vont éviter d'en parler dans le cercle professionnel pour éviter de bassiner leurs collègues avec leur expérience de mécénat. Et donc, du coup, ils vont finalement beaucoup plus en parler dans leur propre expérience, dans leur propre réseau personnel, souvent en conduisant au bénévolat plutôt qu'au mécénat. On se rend compte que, et ça c'est un effet très positif du mécénat de compétences, notamment pour le monde associatif, ceux qui rentrent en mécénat de compétences, eh bien, ils ont très souvent, plus des 2/3 en fait, envie de continuer leur expérience, puisqu'ils vont poursuivre, alors soit quand ils sont en milieu de carrière, en réitérant souvent les expériences de mécénat, ils vont devenir une forme d'addiction au mécénat de compétences. Et pour les autres, ça va être plutôt sur le bénévolat. On va choisir de poursuivre par le bénévolat, mais un bénévolat qui est ce qu'on appelle dans le milieu de l'engagement un bénévolat à la carte, un bénévolat choisi, c'est-à-dire souvent sans responsabilité et petit un peu qui vient s'adapter à l'emploi du temps, notamment pour les seniors, à l'emploi du temps des jeunes grands-parents qui ont besoin un petit peu de cette souplesse du bénévolat à la carte. Alors, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que, par contre, les effets sur la politisation, ce qu'on avait regardé aussi, est assez faible. Là, on a peu de changements sur les convictions et les pratiques politiques dans l'entrée dans le monde associatif, sauf sur une sensibilisation aux questions environnementales, même dans des associations qui n'ont pas pour objet les questions environnementales, avec des changements, notamment dans les modes de consommation. Donc ça, c'était des choses qui sont arrivées un petit peu... on ne s'y attendait pas forcément et c'est des choses qui sont arrivées dans les résultats.
Alors ensuite, effet de l'engagement sur les carrières professionnelles. Alors là, on sont de 3 ordres. La première, c'est la prise de conscience alors c'est pas chez tout le monde, je veux préciser, mais chez certains collaborateurs, la prise de conscience d'un besoin de réorientation professionnelle. Et là, l'association va permettre soit de se tester dans un autre milieu, soit de se préparer à une future réorientation professionnelle. Il faut savoir quand même que c'est déjà des personnes qui, au moment de rentrer en mécénat de compétences, se posaient un certain nombre de questions. Mais finalement, l'expérience leur permet de franchir le pas. Pour faire une toute petite parenthèse, à titre d'exemple, nous, on a des consultants, par exemple, de 30-35 ans, qu'on a redéployés dans des structures de l'ESS, ce qui semble hallucinant. Donc des gens qui sont pratiquement en début de carrière, hein, qui finalement se disent je ne suis pas forcément fait pour un secteur marchand pur et dur, et je me réoriente avec tous les sacrifices que ça nécessite, parce que forcément la rémunération n'est pas la même, pour un engagement associatif, entre guillemets. Donc c'est une tendance qui commence à doucement à émerger, mais ça existe. Pardon. On se rend compte ensuite du côté des compétences. Alors, je pourrais revenir sur la question de la transférabilité des compétences, mais on va avoir une mobilisation des compétences techniques déjà connues dans le milieu de l'entreprise, qui sont en parallèle avec la mission ou le poste occupé dans l'entreprise. Donc, en fait, ils vont simplement prolonger ces compétences techniques. On va avoir un renforcement des compétences transversales. Ça, on le voit notamment sur par exemple, l'écrit, sur un certain nombre de rédactions de documents qui vont être mises en avant par les collaborateurs. Et puis, on va aussi avoir l'apprentissage de compétences métiers qui n'ont parfois aucun lien avec le poste précédent en entreprise, qui sont plutôt à trait avec le métier, le poste, en fait, qui est celui de l'association, avec les connaissances spécifiques du poste dans l'association, qui a trait avec les publics, l'objet de l'association, donc qui n'a pas forcément de lien avec le poste antérieur. Ce qu'on se rend compte par contre, c'est qu'il y a un très fort développement de compétences relationnelles. Là, on va avoir beaucoup de collaborateurs qui vont parler du développement du sentiment d'écoute, du sentiment d'empathie, de l'aisance aussi à parler à différents publics qui vont être très fortement développés au travers de leur expérience en mécénat de compétences. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais je peux peut-être renvoyer sur ce qui sera sur le stand. Voilà, on va laisser les... On a un petit 4 pages. Alors, c'est une partie des résultats de l'enquête qui sera sur le stand de Coeo. Nous, on mettra en ligne l'étude intégrale sur le site de Coeo, que vous pourrez télécharger, bien évidemment, pour que vraiment les rendus sont vraiment super intéressants, parce qu'encore une fois, côté collaborateur, on a eu jusqu'à présent très peu de retours, et là on voit vraiment les motivations et les moteurs qui sont finalement à la base de l'engagement, et c'est super intéressant d'avoir réalisé cette étude sur le terrain avec nous et d'autres partenaires. Et puis c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu disais à la fin, cette notion de soft skills qu'on voit émerger depuis quelques mois, quelques années, c'est vrai que le mécénat de compétences permet vraiment de les mettre en valeur, permet vraiment de les développer et éventuellement après de les réintégrer dans son parcours professionnel. Donc les vertus vraiment à la fois externes et internes sont super importantes. Pour rebondir sur des petits tips très, très pratico-pratiques, parce qu'on a beaucoup parlé d'engagement, notamment senior, c'est vrai que nous, ce qu'on dit aux associations, attention aussi quand on propose des missions de longue durée, qui sont des missions assez engageantes, puisque c'est 24 mois généralement, de ne pas faire un copier-coller de ce que le collaborateur a vécu dans l'entreprise avant. Si quelqu'un bosse à la compta, à la DAF, il ne veut pas refaire à 100% ce qu'il a fait. Donc c'est très important de proposer, et ça c'est vrai pour toutes les missions, des missions qui soient assez riches et qui ouvrent aussi des perspectives d'apprentissage, si j'ose dire, c'est-à-dire d'apprendre d'autres choses, de découvrir d'autres choses, de mettre les mains dans le cambouis, de vraiment aller à la rencontre de l'engagement associatif de la structure et pas simplement de dupliquer ce que le collaborateur a fait ou fait au quotidien dans son entreprise. Donc cette notion de découverte, elle est vitale pour la réussite d'un programme de mécénat de compétences, quel que soit le format de mission, quelle que soit la durée et quel que soit le public à qui on s'adresse. Et puis justement, en parlant de public en interne, il faut penser aussi à ne pas être trop restrictif et ne pas, par exemple, ne faire que du mécénat de compétences seniors pour des raisons de pyramide des âges, mais s'adresser à tout le monde avec éventuellement des temps différents pour les uns et pour les autres, pour ne pas être discriminant dans l'entreprise. Il faut que chaque collaborateur dans l'entreprise puisse effectivement appréhender le mécénat de compétences avec un format qui lui est propre et auquel il puisse accéder sans trop de problèmes. Donc ça, c'est vachement important d'être très clair là-dessus et d'ouvrir le dispositif à tout le monde. Ensuite, il faut penser à un investissement à long terme. Ce n'est pas un gadget. Le mécénat de compétences, ça rentre dans l'ADN de l'organisation, ça rentre dans l'ADN de l'administration de l'entreprise. Donc il faut penser que quand on s'engage là-dessus, en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur,
je dirais, c'est pour la vie, ou presque, c'est-à-dire on s'engage vraiment avec une vision dans le marbre en disant, voilà, on met ça dans la gestion RSE, on met ça dans nos instruments pour que l'engagement se réalise et puisse se construire et se fossiliser au bon sens du terme sur le terrain. Et puis, c'est pour ça que c'est important justement d'ouvrir les missions à des compétences professionnelles, mais pas que, mais également des compétences un peu perso, parce que les gens ont aussi envie de s'investir au travers d'autres compétences que celles, encore une fois, du métier. Troisième petit tips aussi qui est important et que nous on a mis en place depuis 10 ans, c'est travailler en push et en pull, c'est-à-dire aller chercher des besoins associatifs avec des opérateurs comme nous ou d'autres, et puis également proposer des compétences aux associations. On s'aperçoit que quand on propose des compétences disponibles à des assos, par exemple un expert en RGPD, on propose à des assos, ben on va avoir 100 assos qui font « Ah bah oui, j'ai besoin d'un conseil en RGPD ». Donc il faut aussi être dans une dynamique de proposition de compétences et pas attendre qu'une association exprime ses besoins. Et c'est comme ça qu'on crée des missions qui sont très pertinentes et qui correspondent véritablement à des envies d'engagement. Sinon, pour faire un petit tour de piste avant d'arriver aux questions-réponses, on les fera oralement parce qu'il y a un système par lien, mais c'est un peu galère, donc on le fera oralement si vous en êtes d'accord, pour ceux qui veulent poser des questions. Juste 3 pistes qu'on a lancées, nous, en tant que Coeo, en tant qu'ingénierie, pour développer et essayer modestement d'élargir la visibilité du mécénat de compétences. Une première piste qui s'appelle Métis, qui est la mobilisation engagement des territoires pour l'impact sociétal, où on propose aux mairies de mettre en place un portail web, donc via nos outils, pour engager leurs acteurs locaux, entreprises et associations sur du mécénat de compétences. Donc créer une communauté mécénat de compétences avec la mairie en tant que relais, en tant que porteur du projet. Donc on est sur quelques opérations pilotes avec des mairies et on est en train de voir ce que ça peut donner, mais c'est intéressant d'engager également les collectivités territoriales sur du mécénat de compétences et pas forcément rester stricto sensu entre entreprises et associations. Deuxième projet qu'on a lancé en juin dernier, c'est Coeo Start, qui est un module pédagogique à l'attention des filières RH, donc des écoles de formation RH, pour justement que les futurs opérateurs, enfin les futurs DRH qui vont arriver sur le marché, si j'ose dire, soient déjà au courant du mécénat de compétences. Et on s'aperçoit qu'il y a une forte appétence des jeunes sur le mécénat de compétences. Donc on a un petit module qui dure une journée avec des témoignages d'assaut, des témoignages d'entreprises, des témoignages de collaborateurs. Et on montre aux étudiants des filières RH comment ça fonctionne pour qu'après, une fois qu'ils soient en poste, ils puissent éventuellement penser au mécénat de compétences en interne. Et puis troisième cheval de bataille, qui est un peu don quichotien, si j'ose dire, on essaye de pousser depuis 5 ans maintenant la proposition d'inclure et de dédier une journée de la formation professionnelle à du mécénat de compétences pour que tous les collaborateurs ou même les agents puissent accéder au moins une fois par an à du mécénat de compétences pendant un jour. Et c'est intéressant parce que la limite du mécénat de compétences aujourd'hui, c'est que par définition, c'est réservé à des collaborateurs dont l'entreprise a décidé d'en faire. Une entreprise qui ne fait pas de mécénat de compétences, forcément, les collaborateurs ne peuvent pas en faire. Donc on essaie de pousser les pouvoirs publics, tous les différents ministres du Travail qui changent tous les 2 mois et demi, pour que, effectivement, une journée de la formation professionnelle puisse être décréditée et proposée sur un format mécénat de compétences, sachant que pour nous, on considère que le mécénat de compétences en soi est une formation très forte. C'est une formation de terrain, c'est une formation empirique et c'est extraordinaire en termes de retour. Donc voilà, on essaie de pousser le truc. Alors, quand je dis que c'est don quichotien, parce qu'on s'adresse à un système qui est assez touchy, en plus c'est paritaire, donc c'est le MEDEF, c'est les syndicats, etc. Donc c'est pas évident à faire bouger, mais on ne désespère pas qu'un jour un ministre s'en empare et fasse bouger les choses. Donc voilà un petit peu, je pense qu'on a été à la fois très très court, mais surtout très riche, surtout grâce à toi Mathilde et grâce à l'étude, qui sont encore une fois des retours, qui est constitué de retours qualitatifs très importants. C'est pour ça vraiment que je vous invite à consulter l'étude dans son détail. Si vous avez des questions pour Mathilde ou pour moi, n'hésitez pas. Il nous reste quelques minutes pour éventuellement les poser, oralement, ou pas. Sinon, nous, on se trouve sur le stand de PE15, donc on pourra répondre à vos questions à la fois sur le mécénat. Ah bah, d'accord. Oui.
Alors, dans la réalité des faits, en fait, en termes de volumétrie, le mécénat de compétences est beaucoup plus pratiqué par des non-seniors que par des seniors. L'effet senior a été augmenté par l'effet loupe que Orange a créé il y a déjà 7 ans avec le mécénat de compétences, le TPS, le temps partiel solidaire, qui a effectivement mis très fortement en avant le mécénat de compétences seniors. Le mécénat de compétences seniors, c'est une tendance émergente qui est en train de monter très fortement. Mais en termes de volume à l'instant T, on a beaucoup, beaucoup plus de collaborateurs non seniors, donc entre 25, on va dire, et 50 ans, qui s'engagent sur du mécénat de compétences que des collaborateurs seniors. Donc l'intérêt pour les jeunes, c'est par exemple, quand on fait des journées d'onboarding, d'accueil dans l'entreprise, plutôt que de faire un truc un peu classique, ben on les envoie dans une association, partager effectivement une activité solidaire. Donc il y a cette besoin de quête, la fameuse quête de sens, hein, dont on nous rabâche un peu les oreilles avec les générations X, Y, Z et j'en passe. Donc ça, c'est une attente, une appétence qui est très forte au niveau des jeunes générations pour s'engager dans le monde associatif. Nous, on a beaucoup de consultants, par exemple, d'ESN, d'entreprises du digital. La moyenne d'âge, c'est 27, 25, 26. Voilà, c'est très très jeune et ils s'engagent comme des oufs parce qu'ils ont envie de s'engager très concrètement là-dessus. Si je peux juste rajouter quelque chose, effectivement, sur les jeunes, on va avoir des motivations et des aspirations qui sont différentes dans l'entrée en mécénat de compétences. Et il y a vraiment un effet générationnel. Effectivement, il y a cette question de la quête de sens qui est très, très présente chez les jeunes, alors que finalement, chez les seniors, c'est un peu un retour sur la carrière qui vient de se dérouler, alors que les jeunes ont déjà cette appétence au début de leur carrière. Il faut quelque chose qui ait du sens, il faut quelque chose qui soit éthique. Et donc, du coup, en fait, c'est une manière de concilier les deux, de faire mécénat de compétences et rentrer dans une entreprise, sachant que pour certains jeunes, l'entrée en entreprise, c'est un peu fait par défaut. On a quelques cas, nous, dans le corpus, où en fait, ils auraient bien aimé rentrer dans une association dans l'économie sociale et solidaire, ils n'ont pas trouvé le chemin, où ils n'avaient pas forcément les compétences ou la bonne formation, et du coup, en fait, sont rentrés dans l'entreprise, mais du coup, espèrent, par le mécénat de compétences, pouvoir après repasser dans l'ESS. Donc, on a aussi cette... Oui, complètement. Mais en tout cas, avec le climat et le contexte actuel, entre le climat social, environnemental, actuel depuis des années, hein, environnemental, social, socio-économique et j'en passe, enfin sociétaux au sens large, c'est évident que les jeunes générations ne peuvent pas se permettre, même par rapport à eux-mêmes, de ne pas avoir un impact à minima sur la société avec un grand S. Et les occasions qui leur sont offertes ne sont pas si nombreuses que ça. Donc effectivement, c'est soit dans la sphère privée, soit dans la sphère professionnelle. Donc la sphère professionnelle a l'avantage de leur proposer des formats déjà établis, déjà cadrés. Donc c'est souvent des belles opportunités pour eux. Oui. Alors, si le collaborateur s'en va, c'est qu'il y a un problème. Donc, le mécénat de compétences, il n'est pas là pour résoudre les problèmes de management, etc. Il est là pour apporter un plus. Après, si le collaborateur a déjà décidé de partir, ce n'est pas le mécénat de compétences qui va déclencher de façon directe son départ. Donc, encore une fois, c'est des choses qui sont, dans la vraie vie, encore une fois, qui sont pas solvables par le mécénat de compétences. Ce n'est pas une solution miracle. C'est juste une façon, justement, d'éviter, dans certains cas, justement, un désengagement et se dire, bah, tiens, finalement, je me réinvestis, je reparle à mes managers de façon différente, j'ai peut-être un relationnel différent, je mets les choses à plat, parce que dans une relation de mécénat de compétences, bah, l'air de rien, on se parle différemment avec son management, parce qu'il n'y a pas l'objectif chiffré, il n'y a pas le côté financier des choses, il n'y a pas la prime, il n'y a pas tout ça. Donc, ça permet de resituer aussi les choses et de repositionner souvent des relationnels qui auraient pu être critiques dans certains cas. Donc il y a effectivement le verre d'eau à moitié plein, le verre d'eau à moitié vide, mais ça n'empêchera jamais quelqu'un qui a décidé de partir. C'est évident. Mais ce qu'on peut voir par contre, c'est des changements de poste au retour du mécénat de compétences, c'est-à-dire un salarié qui ne se sentait pas bien, qui arrive à le formaliser au travers du mécénat de compétences, effectivement à avoir cette relation avec son management, et au retour, en fait, il y a un travail avec l'entreprise qui va te dire, bon, dans ce poste, vous avez perdu le sens, on va trouver un poste qui vous correspond mieux en interne, et donc en fait, le mécénat de compétences, finalement, permet de retrouver cette adéquation avec l'entreprise. Donc c'est pas, si vraiment il y a une rupture franche et nette, le mécénat de compétences, ça va juste être un révélateur. Et effectivement, ce ne sera pas un palliatif si le collaborateur n'est plus à sa place. Voilà. Après, dans certains cas, ça permet une prise de distance qui peut être utile au collaborateur et à l'entreprise, et parfois encore plus de réengager le collaborateur dans l'entreprise. Donc c'est un petit peu... voilà,
je pense que ça demande aussi un suivi important du management sur une dernière. On est en retard là ou non, c'est bon? Peut-être encore une, oui. Alors, un observatoire, non. Après, une suite, je pense que ce qui a manqué donc, clairement dans l'étude, on la voulait exploratoire, c'est-à-dire comme on n'avait rien sur le sujet, on s'était un petit peu trouvé les premières pistes. Il a manqué peut-être une observation de l'adaptation aussi en association, c'est-à-dire concrètement comment se fait une expérience en mécénat de compétences. Et je pense que ça pourrait être prolongé de cette manière-là. D'une part, et d'une autre part, mais ça c'est à réfléchir, et puis il faut que ça vienne s'encastrer avec d'autres recherches qu'on mène par ailleurs, mais quelque chose de plus quantitatif et de vérifier peut-être des hypothèses au niveau quantitatif à plus grande échelle. Mais voilà. Je pense qu'on a encore du pain sur la planche sur le mécénat de compétences. Voilà. On est un peu hors temps, désolé. Je vous invite à poser des questions sur le stand de PE15 si vous voulez nous rejoindre. Il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. On va mettre l'étude en téléchargeable, bien évidemment, sur coeo.net. Et on vous remercie surtout de votre présence et de votre accueil. Voilà. Merci beaucoup Mathilde, pour ta présence et pour cette restitution. Merci Jean-Michel. Au revoir, merci. Au revoir.